Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Lucrezia Carboni, je suis jeune docteur de l'Université Grenoble-Alpes. J'ai soutenu ma thèse qui a été financée par l'Institut MIAI, donc c'est l'Institut d'intelligence artificielle à Grenoble, et au centre INREA. Et je suis maintenant étudiante entrepreneuse, et donc je monte un projet de start-up justement sur la technologie au service de l'humain. Et c'est pour moi un vrai plaisir aujourd'hui d'accueillir Eric Salobir, qui est le président de la fondation de la Human Technology Foundation. C'est une fondation qui travaille pour améliorer l'impact des technologies sur la société. Donc Eric, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous dirigez aussi le Centre des recherches optiques qui œuvre dans le même domaine et vous êtes membre du Conseil national du numérique. Vous êtes donc un technophile, en fait, et on pourrait dire même un peu un geek. Donc, par contre, en même temps, vous êtes prêtre dominicain. Vous conseillez le Vatican en matière de technologie. Vous avez vraiment une position très atypique. Et donc, je vais vous laisser commencer un peu sur quelles questions vous êtes venus nous poser aujourd'hui sur le thème. Alors, moi, je suis un grand fan de technologie, mais le truc qui m'intéresse le plus, c'est moins la technologie que la société qu'on bâtit avec. Et finalement, avant de se poser des questions technologiques, même des questions éthiques ou même des questions politiques, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça fait à l'humain? Parce que finalement, ces technologies, c'est des productions de l'humain aux deux sens, je dirais, du génitif, de deux façons. C'est-à-dire, d'un côté, on les produit et elles nous ressemblent. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut qu'on ait un monde de la tech qui soit le plus divers possible, notamment en termes de genre, de langue, de culture. Comme ça, on aura vraiment une technologie inclusive. Et en même temps, à mesure qu'on utilise ces technologies, on ne va pas se mentir, elles nous façonnent dans notre façon de travailler, dans notre façon de communiquer, dans nos interactions avec les autres. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que cette technologie fait à l'humain? Et je prendrai juste un exemple, qui est un peu l'exemple bateau en ce moment, qui est celui de l'IA générative. Pour la première fois, on a une machine qui nous parle, qui passe le test de Turing, et comme on a toujours tendance à tout anthropomorphiser, on projetait déjà notre humanité sur nos peluches, on leur parlait déjà quand on était enfant. Ben maintenant, quand on est adulte, on a tendance à parler à la machine en ayant un peu l'impression que cette machine, si elle nous parle, c'est qu'elle est intelligente, on sait qu'elle ne l'est pas, mais on fait comme si, on projette quelque chose dessus, ça veut dire qu'on lui fait confiance d'une certaine façon, ça veut dire que quelque part, on se laisse un peu embarquer par le discours de la machine, et la question, c'est autour de ça, où est-ce que ça nous emmène? Parce que finalement, c'est la première fois qu'une machine passe le test de Turing, mais avant ça, on a déjà eu des machines qui parlaient. Alexa, Google Home, Siri. Et en fait, bon, elles n'avaient pas beaucoup de conversations, il faut être honnête. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà essayé de passer sa soirée à discuter avec Siri. C'est quand même assez pauvre. Et pourtant, ces machines-là, elles se sont fait une place dans nos foyers. Et à un moment, elles sont devenues pas seulement des interlocuteurs, mais je dirais presque le dieu lard. Vous savez, les dieux lards, c'était ces petites statuettes qui, dans la Rome antique, surveillaient et protégeaient le foyer. Et en fait, il y avait même des trous qui étaient faits dans les murs pour que la statuette puisse regarder les entrées et les sorties et vérifier que le foyer était vraiment protégé. Sauf qu'à l'époque, il fallait y croire parce que ça restait une petite statuette. Maintenant, si vous dites « Alexia, commande-moi une pizza », ben 20 minutes après, vous avez une pizza. Donc, quelque part, ça marche. Mais la vraie question, c'est de savoir finalement comment et pourquoi on en arrive là. Et souvent, et je trouve que c'est un peu un tort qu'on a en Europe, on a tendance à dire oui, mais c'est ces entreprises américaines, elles font en sorte que ces technologies soient addictives, elles font en sorte que ces technologies nous parlent, et comme ça, nous, on leur parle, etc. Mais moi, en tant qu'homme de foi, je me souviens dans la tradition juive d'une histoire qui est celle du veau d'or. Alors je ne sais pas si tous parmi vous, vous voyez ce que c'est. Le veau d'or, c'est le moment où Moïse est monté sur la montagne pour télécharger les 10 commandements sur sa tablette. Puis ça prend du temps parce que visiblement à l'époque, le Wi-Fi n'est pas terrible. Pendant ce temps-là, les autres, ils commencent à paniquer en disant mais finalement, qui va nous protéger pendant qu'il n'est pas là? Et ils disent aux orfèvres, fabriquez-nous donc un veau en or, on va pouvoir l'adorer. C'est un totem, hein. On va pouvoir l'adorer et en écho, ben, ce veau d'or, il va nous protéger. Mais finalement, qui est-ce qui fabrique l'idole? Ce n'est pas les orfèvres, autrement dit, de nos jours, ce n'est pas les gens de la Silicon Valley. C'est le peuple qui va investir
cet objet d'un pouvoir quasi magique, quasi sacré. Et moi, la question que je nous pose à tous, c'est quand on utilise nos smartphones, quand on utilise l'intelligence artificielle, quand on dialogue avec un robot, un chatbot, est-ce qu'on prend la distance suffisante ou est-ce qu'on se laisse embarquer par cette pensée magique ? Merci, c'est très intéressant. Vous avez ouvert plein de sujets qu'on pourrait explorer. En fait, déjà la façon dans laquelle on parle effectivement aux machines, comment ça change finalement dans notre rapport aussi avec les humains. Est-ce que là, on devient du coup dépendant de la technologie et comment cette dépendance va nous changer? Est-ce que nous sommes conscients de l'existence en fait d'une addiction finalement pour la technologie? En fait, le gros problème, c'est que souvent, en Occident, la dépendance qu'on voit ou le danger de la technologie, c'est en mode Matrix, c'est-à-dire ou Terminator. C'est quelque part une technologie qui vient avec ses gros sabots, comme nous on ferait spontanément, et c'est un conflit facial. En fait, je pense que la dépendance qu'on pourrait avoir avec la technologie, et je le dis en étant très fan de technologie, c'est une dépendance qui est finalement beaucoup plus comme dans le jeu de Go, où on va doucement entourer son adversaire. En fait, quelque part, on est enveloppé dans un espèce de cocon qui est fait d'algorithmes. Ils sont partout. Chaque fois que vous ouvrez une application, chaque fois que vous connectez à un service en ligne, il y a un algorithme qui est là en tâche de fond et qui travaille. Et en fait, petit à petit, ces algorithmes-là, ils sont faits pour nous rendre service, ils sont faits pour nous faciliter la vie et on ne se rend pas compte qu'ils sont là, mais ils sont là. Et à un moment, le danger, c'est que ça change un peu notre monde. Moi, la question que je me pose, c'est d'abord, est-ce que c'est au bénéfice de l'agentivité humaine, c'est-à-dire est-ce que ça nous débarrasse de tous les petits soucis pour nous aider à nous consacrer à ce qui fait vraiment de nous des humains, les grandes et vraies questions, ou est-ce qu'au contraire, ça nous déshabitue de poser des questions, de nous poser des questions, de prendre des décisions, et que petit à petit, ça fait un peu de nous des assistés. Est-ce que si dans quelques années, et ça pourrait venir très vite, ChatGPT ou Copilot ou autre devient l'assistant personnel que nous avons tous dans notre poche et qui prendra pour nous les billets d'avion ou de train, qui note tel rendez-vous, fait ça, organise telle chose, comme si on avait tous un ou une secrétaire à temps plein. Quelque part, c'est un peu magique, on en rêve tous. Mais est-ce que ça ne va pas nous déshabituer un peu de prendre nous-mêmes les décisions, d'être un peu acteurs de nos vies? Et puis, votre secrétaire, vous savez pour qui il ou elle travaille, parce que c'est vous qui payez cette personne. Et normalement, elle n'est pas censée bosser pour une autre boîte en parallèle. Là, en l'occurrence, une technologie comme ça, on ne sait pas si le billet d'avion qu'elle va vous vendre, elle va vous le vendre parce que c'est le meilleur pour vous, le meilleur rapport qualité-prix, l'horaire qui vous convient le mieux, ou est-ce que c'est parce que l'entreprise qui vous fournit ce service a un accord plus ou moins confidentiel avec une compagnie aérienne et qu'en fait, elle a tout à fait intérêt à placer des billets de la Lufthansa plutôt que des billets d'Air France. Donc en fait, derrière la question, ça va être, au fond, qui est le gagnant? Ça peut être l'utilisateur, mais pas forcément. Merci. Et du coup, est-ce que dans tout ça, l'assistante qui devient une assistante virtuelle, la technologie, elle va prendre finalement la place de l'humain? L'humain va devenir obsolète? Alors, moi, je suis persuadé qu'une technologie ne rend jamais un humain obsolète, même si elle fait les choses mieux, plus vite, moins cher. C'est toujours un humain qui décide qu'un autre humain est obsolète. C'est-à-dire, je me dis, je peux remplacer la moitié des gens qui sont dans mon call center par des chatbots et comme ça, je vais réduire les coûts. Je peux remplacer sur une ligne de fabrication d'automobiles, par exemple, la moitié des employés par des robots et comme ça, je réduis les coûts. Mais c'est toujours une décision d'humain. Et ça, je pense que c'est important de garder ça en tête. Sinon, le danger, c'est d'avoir une vision un peu fétichiste de la technologie où on a l'impression que c'est la technologie qui a un pouvoir sur nous. Non, c'est les humains qui ont des pouvoirs sur d'autres humains. Et je pense que vous qui êtes dans cette salle et qui êtes des entrepreneurs, des chercheurs, des personnes que les sociologues appelleraient CSP+, vous avez d'une façon ou d'une autre des machines qui travaillent pour vous, de plein de façons. Mais il y a aussi plein de gens, il ne faut pas l'oublier, qui travaillent pour des machines. Je pense au livreur Uber Eats, par exemple, qui a un téléphone sur le bras qui lui dit où aller chercher un paquet et où il doit l'apporter. Je pense au chauffeur Uber qui m'a amené ici et dont l'application, quelque part, rythme toute la vie du travail. Une espèce de prolétariat numérique de gens qui travaillent
pour des machines. Et moi, la question que je pose, et qui est une question beaucoup plus politique que technologique, c'est de savoir comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça. Et je suis persuadé qu'il y a deux façons, pour être simple, de réagir. La première, c'est, on va dire, la plus intuitive, mais pas la plus créative, c'est de dire remplaçons les humains par des machines, ça coûte moins cher, c'est fiable, ça tombe pas en panne, c'est pas en grève, machin, etc. Mais finalement, c'est une société pour des humains, mais qui n'est plus vraiment une société qui est fabriquée par des humains. Et donc, ça va nous poser d'énormes problèmes sociaux. L'autre façon de faire, c'est ce que j'appellerais l'empowerment, en contraire du remplacement. L'empowerment, en français, c'est pas très beau, on dirait encapacitation, c'est-à-dire c'est comment on donne du pouvoir aux humains. Et si je prends l'exemple d'un call center, il y a deux façons de faire. Soit je dis, je dégage tous les humains et je mets des machines à la place. Soit au contraire, je dote les opérateurs et les opératrices du call center d'une intelligence artificielle qui va les aider dans leur métier pour apporter un meilleur service à la clientèle, pour fidéliser, pour aider. Je ne sais pas, tout bêtement, par exemple, un algorithme d'analyse de la voix qui permet de savoir si la personne qui appelle est énervée ou pas, quel est son degré d'énervement, quel est son problème. Ça peut être une analyse du profil de la personne pour être capable de dire, voilà, elle arrive avec un problème, comment est-ce que le plus vite possible, je résous le problème de la personne qui appelle. Mais ça fait des clients. Ça fait des clients bien servis, ça fait des clients dont on prend soin, ça fait des humains dont on prend soin, et ça fait des clients qui vont rester vos clients pour la vie. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, pas avoir une utilisation de la technologie par le bas, où quelque part on réduit les coûts, mais une technologie par le haut, où la technologie nous permet d'augmenter la valeur que chacun d'entre nous apporte dans sa contribution au quotidien, dans une entreprise ou dans la société. On a bien abordé un peu le sujet du coup de la technologie avec le rapport avec l'utilisateur final. Mais qu'est-ce qui se passe quand on passe du côté du développeur? Donc, celui qui développe, qui recherche la technologie et comment on peut faire en sorte que la technologie soit éthique, qu'il existe un éthique au fait qui garde le service, le bout final pour la technologie. Alors, Christian, c'est une très bonne question. Je pense que c'est justement la question la plus difficile. Parce que justement, on voit bien qu'on bute constamment dessus. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec la ministre des Télécommunications et de la Technologie du Bénin et qui nous dit « Mais vous ne vous rendez pas compte que la femme africaine, au moins dans mon pays, n'utilise pas du tout la technologie de la façon dont vous l'avez conçue et dont vous l'imaginez ». Et donc, je pense, un peu pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, qu'un élément important, c'est une grande diversité dans la population de ceux et celles qui créent la technologie. Et clairement, il n'y a pas assez de femmes dans la tech. Il n'y a pas assez de voix qui viennent du Sud. Il n'y a pas assez de voix qui viennent des minorités. Et tant qu'on n'aura pas une communauté tech qui est plus ouverte, on n'aura pas une technologie inclusive, on aura une technologie, et je le dis en étant moi-même qui je suis avec tous mes biais, je suis désolé de le dire, on aura une technologie de mâles blancs qui ont 50 ans et qui ont fait leurs études dans un pays du Nord. Et ça, je pense que ce serait une grave erreur. Et à niveau de régulation, donc, est-ce qu'il faut en éthique, par exemple, de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et si la régulation ne suffit pas, comment on peut mettre en place des autres mécanismes, en fait, qui relèvent un peu l'éthique sur le sujet? Alors moi, j'étais très heureux, je dois dire, parce que j'y croyais plus trop, de voir qu'en décembre, les pays de l'Union européenne ont réussi à se mettre d'accord sur l'IA Act, et donc sur l'embryon de ce qui va devenir une régulation de l'intelligence artificielle et des usages des systèmes d'intelligence artificielle en Europe. Mais on voit que mettre en place cette technologie prendra du temps et que même si vous avez la meilleure technologie du monde, eh bien, on va dire, les bonnes règles ne garantissent jamais que les joueurs sont fair-play. Et donc, je pense que d'un côté, il faut développer cet appareil, on va dire, législatif, mais d'un autre côté, il faut, et c'est ce que nous faisons au sein de la Human Technology Foundation, mais c'est aussi beaucoup ce que fait une institution comme le Conseil national du numérique, dont on ne lit pas assez les rapports. Téléchargez-les, c'est gratuit, lisez-les, c'est sur plein de thématiques différentes. Il faut mettre en place une vraie approche éthique. Et cette approche éthique, elle est de la responsabilité de chacun
chacun et de chacune d'entre nous, les entrepreneurs et entrepreneuses, les politiciens et politiciennes, les consommateurs, chacun et chacune d'entre nous. Merci. Et merci à vous. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre écoute.